La sale guerre technologique. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Barack Obama a fait des frappes de drones son arme de prédilection. Ceux-ci sont curieusement utilisés à la fois par la CIA et par l'armée, Joint Special Operations Command, JSOC, pour éliminer des cibles désignées à travers un processus opaque, sans aucune forme de procès préalable. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un programme d'assassinat de dimension industrielle. On comprend les bénéfices immédiats de cette technique. Elle n'implique aucun personnel américain au sol, donc aucun risque de victime américaine. Du point de vue de l'opinion publique, cela représente une action musclée contre les terroristes. Il existe pourtant des inconvénients de long terme qui pourraient s'avérer supérieurs aux bénéfices immédiats. Les frappes font beaucoup de victimes collatérales et fabriquent du ressentiment dans les populations touchées, donc de nouveaux terroristes. Les cibles sont souvent désignées par des services étrangers et ne sont donc pas toujours de véritables terroristes, mais parfois des opposants ou délinquants de droit commun que l'on souhaite éliminer via l'étiquette commode de terroriste. C'est ce qui s'appelle se faire instrumentaliser. D'autre part, certaines cibles pourraient être capturées. En les tuant, on se prive d'informations potentielles que pourrait livrer leur interrogatoire. Enfin, de nombreuses cibles sont localisées via des données de connexion téléphonique, sans certitude sur l'identité réelle de celui qui détient à un moment donné tel ou tel téléphone portable. Qui est terroriste ? Malgré leur nombre, les frappes de drones sur le terrain ne représentent qu'une petite part des individus pris pour cible par le renseignement américain. L'incarnation la plus massive et spectaculaire du tout technologique réside dans les bases de données de terroristes partagées entre toutes les agences de renseignement américaines, mais aussi avec des prestataires privés et des agences étrangères. La plus connue de ces bases est la No-Fly List, qui recense tous les individus interdits de vol sur les compagnies américaines ou en direction des États-Unis. À l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, elle comptait 4000 individus. En 2016, elle atteignait 47 000 noms. La base plus large et moins connue des suspects de terrorisme, dans laquelle on peut inclure toute personne ayant été en lien avec un terroriste identifié, comptait en 2014 pas moins de 680 000 individus. Il est possible qu'elle atteigne à ce jour 1 million de noms. Moins de la moitié de ces 680 000 personnes étaient rattachées à un groupe terroriste connu. En d'autres termes, ce sont des gens que l'on soupçonne, mais sans savoir de quoi ni pourquoi. L'ajout sans filtre ni réflexion de tous les noms qui passent à un moment donné dans le système pour de bonnes ou de mauvaises raisons, conduit à une situation absurde d'engorgement des données. Si tout le monde est terroriste, alors personne ne l'est. On peut se demander quelle est l'utilité réelle d'un tel outil. Un document du National Counter-Terrorism Center, dévoilé par The Intercept, montre que les services américains continuent à alimenter leur base de suspects au rythme de 900 noms nouveaux par jour. Comment un tel rythme est-il possible ? La CIA est en tête des contributeurs de la base de données grâce à un programme peu connu, nom de code Hydra, qui permet à ses agents de se connecter en secret à plusieurs dizaines de bases de pays amis et d'en aspirer les données. Un tel programme serait impossible si la CIA ne disposait pas dans les services de ces pays amis de taupes, des collaborateurs clandestins motivés par l'argent ou l'idéologie. Ainsi, la CIA fait feu de tout bois et considère comme terroriste potentiel toute personne ayant un jour été signalée comme telle quelque part dans le monde. Un ancien du FBI, Michael Jarman, cité par Jeremy Scahill, analyse ainsi cette boulimie de données. Ces agences voient le terrorisme comme une sorte de joker, qui leur donne droit à de plus en plus de ressources. Ils savent qu'ils peuvent agiter cette carte devant l'opinion effrayée et le Congrès,
et les tribunaux leur pardonneront tout ce qu'ils font au nom de la sécurité nationale. L'effort ne se limite pas à la collecte de noms. Il en dissimule un autre, plus vaste encore, pour accumuler un maximum de données biométriques sur les individus ciblés, et d'autres encore. L'objectif est d'aspirer les contenus de bases de données comme celle des permis de conduire, c'est déjà effectif pour une quinzaine d'États américains, ou de la police, empreintes digitales, prélèvement ADN. En 2013, la CIA a réalisé, dans le cadre du programme Hydra, une expérience divertissante. À partir d'une liste de 555 noms de Pakistanais issus de la base de données, elle a réussi à se connecter à plusieurs bases de données des autorités pakistanaises pour récupérer copies des passeports et autres documents riches en informations biographiques. Pourquoi demander quand il est si simple de se servir? La foi dans la technologie. Les années Obama sont celles d'un usage quasi illimité des technologies, qu'il s'agisse de surveillance de masse avec la NSA ou de drones avec la CIA et l'armée. Une croyance aveugle dans les bienfaits de la technologie, alors même que nombre de professionnels aguerris soulignent le caractère indispensable du renseignement humain sur le terrain. Un membre de la CIA, cité par le site The Intercept, reconnaît ainsi « Tout cela demande une confiance énorme dans la technologie que vous utilisez. Je ne compte plus les occasions lors desquelles j'ai constaté que le renseignement que nous utilisons est fautif. C'est la première cause de mort civile lors de nos frappes. Je suis frappé par le nombre de fois où nous attribuons un numéro de portable ou une adresse e-mail erronée à des cibles. Et cela prend parfois des mois ou des années pour tout d'un coup réaliser que tout ce temps pendant lequel vous pensiez suivre à la trace telle cible importante, c'était en fait le téléphone de sa mère que vous suiviez. Avec le temps, les terroristes ont appris qu'il était dangereux de conserver sur soi le même téléphone connecté. Ils savent donc changer fréquemment de carte SIM et faire tourner les cartes SIM usagées au sein de la population locale. Pour beaucoup de jeunes soldats ou agents de renseignement qui passent leur journée sur des ordinateurs, les cibles n'ont pas réellement de caractère humain et s'apparentent à celles d'un jeu vidéo. Il ne faut pas se leurrer, les assassinats ont toujours existé dans le renseignement, mais comme une pratique rare, de dernier ressort. C'est une chose d'être sur le terrain et d'identifier sa cible avant d'ouvrir le feu, et une chose bien différente d'ouvrir le feu à distance, sans certitude sur la cible. La Maison-Blanche a souvent déclaré que les frappes ciblées ne causaient qu'un nombre minime de morts civiles, mais sans livrer de données chiffrées. Les règles énoncées sont que l'usage de frappes mortelles est limité à des cibles qui constituent une menace imminente contre des citoyens ou des intérêts américains et qui ne peuvent pas être capturés, dans des cas où il y a quasi-certitude de ne pas faire de victimes civiles. Sur la base de listes qui lui sont présentées, le président signe des autorisations de frappe valables 60 jours. S'il n'a pas été possible de frapper telle ou telle cible, l'autorisation doit être à nouveau soumise à la décision du président. Certains observateurs pensent que cette règle incite à frapper vers la fin des 60 jours, même sur la base d'informations vagues, pour ne pas avoir à représenter un dossier. Le chef de l'exécutif ne décide donc ni du moment ni des circonstances de chaque frappe, mais il est réputé décisionnaire sur toutes les cibles visées et s'assure que les frappes ont lieu avec le minimum de victimes civiles. Cependant, une série de documents obtenus par le site The Intercept, en pointe sur les abus du renseignement, établissent que ces règles ne sont pas toujours respectées. Ainsi, dans le cadre de l'opération Haymaker, des frappes aériennes menées dans le nord-est de l'Afghanistan entre janvier 2012 et février 2013, on constate qu'elles ont fait plus de 200 victimes, parmi lesquelles seulement 35 correspondaient aux cibles voulues. Au Yémen, près de 500 personnes ont trouvé la mort pendant les 2 mandats d'Obama,
contre une seule frappe avant son arrivée. Lors d'une frappe de septembre 2012, selon une enquête de l'ONG Human Rights Watch, 12 civils ont trouvé la mort, dont 3 enfants et une femme enceinte, mais pas le moindre terroriste. Les familles des victimes ont reçu une indemnisation du gouvernement yéménite, mais aucune explication ni excuse n'a été présentée. Dans les documents internes de la CIA et du JSOC, les victimes collatérales sont simplement inscrites comme EKIA, Enemies Killed in Action. Pour le public américain, ces morts lointaines dans des régions qui abritent sans conteste des terroristes ne pèsent guère. En revanche, lors d'une frappe par un drone de la CIA au Pakistan en janvier 2015, 2 otages occidentaux d'Al-Qaïda, un Américain et un Italien, ont été tués. Cette fois, la Maison-Blanche a présenté des excuses. La CIA entre en cyberguerre. La posture loyaliste de Pompeo fut rapidement récompensée par une liberté d'action bien plus grande que sous le précédent président. La CIA pourrait désormais autoriser des opérations spéciales et des attaques de drones sans passer par la Maison-Blanche. Quelques heures seulement après son entrée en fonction, le président autorisa la CIA à utiliser régulièrement des drones Predator contre des cibles identifiées au Moyen-Orient et en Asie centrale. Sous l'administration Obama, le président lui-même ou des responsables du Conseil national de sécurité, spécialement désignés, devaient donner leur feu vert avant toute frappe. Plus encore, Donald Trump décida que la CIA pourrait désormais mettre en œuvre des opérations de cyberespionnage et de cyberguerre sans restriction. C'était une vieille revendication de l'agence, qui voyait se développer les agressions de plusieurs puissances étrangères, en premier lieu la Russie et la Chine. Plusieurs grandes cyberattaques furent lancées à partir de 2018 contre des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Elles pouvaient aussi viser des médias, des organisations caritatives, des institutions religieuses ou des entreprises, si ces dernières travaillaient contre les intérêts américains. À l'automne 2019, en réponse aux frappes iraniennes contre l'Arabie saoudite, la CIA parvint ainsi à pirater le département de la propagande iranienne. Selon un ancien du service, avant il fallait des années de signaux et des dizaines de pages de renseignements pour montrer qu'une entité était bien de mèche avec les services de renseignement d'un pays. Maintenant, tant que vous pouvez montrer qu'il semble vaguement que l'organisation caritative travaille au nom de ce gouvernement, alors vous êtes bon. On en apprit un peu plus sur les capacités offensives de la CIA dans le domaine cyber, avec une nouvelle fuite massive de données mise en ligne par Wikileaks en mars 2017, sous le nom de code Vault 7. Les programmes décrits dans ces dossiers portaient des noms exotiques, tels que McNugget, Crunchy Lime Skies, Elder Piggy, Anger Quake et Wrecking Crew, et étaient conçus pour infiltrer des systèmes de communication comme Skype et WhatsApp, des smartphones produits par Google et Apple, des logiciels commerciaux comme PDF et Microsoft Windows, et même des téléviseurs dits intelligents qui se connectent à Internet. Les révélations de Wikileaks permettaient de comprendre comment travaille le Special Collection Service, SCS, un programme conjoint de la CIA et de la NSA qui remonte aux premiers jours de la guerre froide. Le programme fut lancé par les forces armées des États-Unis, mais fut ensuite transféré dans le secteur civil et surveillé par la CIA. Il utilisait des installations avancées d'interception des communications dans le monde entier. Au fil des ans, la CIA a collaboré avec la NSA et a développé de nombreux projets SCS visant plusieurs pays étrangers en utilisant des moyens techniques et humains. Ces dernières années, le SCS a été principalement géré par la NSA, qui supervise les plateformes techniques du programme. Les informations contenues dans la fuite Vault 7
constitue la plus grande fuite de données classifiées de l'histoire de la CIA. La base détaille près de 100 outils logiciels différents développés et utilisés entre 2013 et 2016. En 2017, le gouvernement américain a accusé Joshua Adam Schult, un ancien ingénieur logiciel de la CIA, d'avoir livré les données de Vault7 à Wikileaks. Le procès de Schult devant un jury n'a cependant pas été concluant. En 2020, un rapport interne a conclu que les fuites de données ont été facilitées par une culture de l'informatique parallèle, par laquelle les différentes unités de la CIA ont développé des pratiques de sécurité informatique distinctes. De nombreuses cyberunités ont donné la priorité à la créativité et à l'innovation, mais elles n'ont pratiquement pas réfléchi aux moyens de préserver le caractère secret de leurs projets, et n'ont même pas élaboré de normes de base en matière de contre-espionnage. Par exemple, la tenue d'un registre indiquant quels membres ont eu accès à des parties spécifiques des données. Ces normes auraient dû être prioritaires, ajoute le rapport, étant donné les nombreuses fuites très médiatisées qui ont secoué la communauté du renseignement. Affaire Edward Snowden, Chelsea Manning. Si le numérique est une nouvelle arme offensive pour la CIA, il peut donc aussi représenter une vulnérabilité croissante pour ses agents. Un autre exemple en est donné par le renseignement d'identité, à savoir la reconstitution détaillée de l'identité d'une personne à partir de son activité en ligne et de son empreinte numérique laissée sur des appareils sans fil, qui constitue désormais un obstacle considérable aux opérations clandestines. Aujourd'hui, une trentaine de pays utilisent des systèmes de vidéosurveillance dont les fonctionnalités sont si avancées qu'elles rendent inutile le suivi physique d'agents humains. La combinaison de ces systèmes avancés avec les réseaux numériques globaux des villes dites intelligentes, ainsi qu'avec l'Internet des objets, constitue désormais une menace sérieuse pour la capacité de la CIA à opérer en secret. Abandonner le réseau en ligne n'est pas une solution, car ce faisant, on attire paradoxalement l'attention sur l'absent. Si un agent voyage sous couverture de cadre supérieur, par exemple, ne pas avoir de police d'assurance maladie ou d'assurance vie, éteindre son téléphone portable tous les jours de 8h à 17h, etc., ne peut qu'attirer les soupçons. Certes, la technologie peut aussi apporter des solutions à ces défis, par exemple par le biais d'applications téléphoniques qui falsifient les coordonnées géospatiales de l'appareil. Une autre voie explorée par l'agence est l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle pour cartographier les réseaux de caméras de vidéosurveillance dans les centres urbains. Ces cartes peuvent aider le personnel clandestin à éviter les zones où des réseaux de caméras sont présents. On comprend mieux ainsi pourquoi la CIA a créé un fonds d'investissement dans des startups de technologies innovantes. À l'automne 2020, la CIA a d'ailleurs annoncé la création d'un nouveau complexe de laboratoires de recherche avancés avec pour objectif de rivaliser avec la Silicon Valley pour attirer les meilleurs talents techniques. L'initiative s'appelle CIA Labs et vise à recruter des scientifiques et des ingénieurs intéressés par des projets de recherche avancés ayant un potentiel d'application dans le domaine de la sécurité nationale. Parmi les domaines de recherche concernés figurent la biotechnologie, la science des matériaux avancés, ainsi que l'intelligence artificielle, l'analyse des données et l'informatique quantique à haute performance. Ces trois derniers domaines sont nécessaires pour aider la CIA à gérer l'immense volume de données qu'elle recueille quotidiennement. Revers sur le terrain. L'investissement sur les opérations cyber correspond aux besoins de l'époque, mais pouvait aussi s'analyser comme une forme de compensation après de grosses déconvenues sur plusieurs terrains d'opération. En Russie, la victoire de Donald Trump semble avoir refroidi les informateurs secrets de la CIA au sein du gouvernement russe.
Depuis la chute du communisme, la CIA a recruté des fonctionnaires occupant des postes élevés au sein du Kremlin et d'autres institutions gouvernementales russes qui pouvaient aider à faire la lumière sur les manœuvres politiques de leur pays. Ces informateurs ont été cruciaux pour permettre à la communauté du renseignement américain de lancer des avertissements sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de novembre 2016. Depuis lors, les agences d'espionnage américaines se sont largement appuyées sur ces informateurs pour produire des évaluations détaillées des activités de renseignement russes visant les États-Unis et proposer des mesures contre les personnes impliquées. Mais début 2017, ces sources d'informations à Moscou se sont tues en quelques mois. Leurs officiers traitants ne pensaient pas que ces informateurs aient été capturés ou tués. Au contraire, ils auraient volontairement pris le maquis en raison du contre-espionnage plus agressif pratiqué par les agences de sécurité russes. Moscou a intensifié ses tentatives de détection des espions opérant à l'intérieur de la Russie depuis l'affaire Sergueï Skripal, lorsque les relations entre la Russie et la plupart des pays occidentaux ont atteint leur point le plus bas depuis la guerre froide. En retour, les informateurs occidentaux opérant en Russie se sont tus pour leur propre protection. On peut ajouter que la complicité affichée par Donald Trump avec Vladimir Poutine n'a pas aidé non plus. Le manque d'informations a été exacerbé par l'expulsion de dizaines de diplomates américains de Russie en mars 2018. Moscou a annoncé ces expulsions en réponse à la décision de Washington d'expulser 60 diplomates russes pour protester contre la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal en Angleterre, imputée à la Russie. Un grand nombre des diplomates qui ont été expulsés de Russie étaient en fait des agents de renseignement opérant sous couverture diplomatique. Il n'en reste plus beaucoup sur le sol russe et ils sont soumis à une surveillance agressive. Le dossier chinois apparaît encore plus catastrophique. En 2017, on apprenait que quelques années auparavant, les services chinois avaient démantelé un vaste réseau que la CIA avait mis des années à implanter. La plupart de ses membres étaient des ressortissants chinois, certains opérant depuis des années au cœur de l'appareil d'État. Au début de 2010, ils commencèrent à disparaître les uns après les autres. En 2012, le réseau était quasiment anéanti. Tous avaient été soit exécutés, soit emprisonnés par les autorités de Pékin. Selon un ancien de l'agence, au moins l'un d'entre eux fut exécuté devant ses collègues dans la cour d'un bâtiment gouvernemental, afin de dissuader d'autres fonctionnaires d'espionner l'État chinois. Les dommages causés à la CIA étaient incalculables, les pires depuis des décennies, selon une source qui les compare à la perte d'actifs causée dans les années 1980 et 1990 par les trahisons de l'agent de la CIA Eldridge Ames et de l'agent du FBI Robert Hanssen. À l'époque, des dizaines d'agents et plus de 100 projets de renseignement ont été compromis. Dans l'affaire chinoise, beaucoup soupçonnent la présence d'une taupe au sein de la communauté du renseignement américain. D'autres pensent que les arrestations d'agents de la CIA résultent d'une opération sophistiquée de piratage informatique chinoise qui visait la CIA. Une troisième théorie postule que la brèche a été causée par l'infiltration de la communauté du renseignement de Taïwan. Quoi qu'il en soit, il devenait extrêmement difficile d'opérer en Chine. Un diplomate américain en poste au consulat à Chengdu fut même enlevé et interrogé pendant plusieurs heures par les autorités chinoises qui pensaient qu'il était un agent de la CIA. L'enlèvement eut lieu début 2016, mais fut révélé en 2017. Le diplomate aurait été attrapé dans la rue en milieu de journée par des officiers chinois en civil et conduit dans un centre de détention dans une camionnette banalisée. Il y aurait été maintenu pendant plusieurs heures, malgré son statut diplomatique assorti d'une immunité totale qui protège les diplomates contre toute arrestation et détention dans le pays d'accueil. Les autorités américaines affirment que les autorités chinoises
n'ont informé le consulat américain de l'endroit où se trouvait le diplomate que plusieurs heures plus tard. À ce moment-là, le diplomate avait subi un interrogatoire musclé et ses réponses avaient été filmées par ses ravisseurs, qui affirmaient qu'il était un agent de la CIA. Depuis lors, il n'était pas rare que les appartements de certains diplomates soient perquisitionnés en leur absence, malgré les protestations officielles du département d'État. À l'été 2018, les États-Unis ont dû évacuer plusieurs membres du personnel diplomatique de leur consulat dans la ville chinoise de Guangzhou, après qu'ils ont été victimes de phénomènes auditifs ou sensoriels aigus inhabituels et de sons inhabituels ou de bruits perçants. 2 semaines auparavant, le département d'État américain avait révélé qu'un employé du consulat de Guangzhou avait été rapatrié par avion pour subir des examens médicaux, après avoir ressenti des sensations subtiles et vagues, mais anormales, de son et de pression. Les évacuations en Chine ont suscité des comparaisons avec des phénomènes similaires signalés par le personnel diplomatique américain à Cuba en 2016. Ces phénomènes font toujours l'objet d'études scientifiques. Une récente étude, publiée dans le Journal of the American Medical Association, se base sur des images du cerveau de 40 personnes victimes de troubles auditifs aigus et d'autres troubles sensoriels alors qu'elles se trouvaient à Cuba. Elle montre un impact sensible dans la substance blanche du cerveau. La substance blanche est composée de fibres nerveuses qui sont responsables de la transmission des signaux électriques d'une cellule du cerveau, neurone, à une autre. Une atteinte de cette région entraîne une réduction de la capacité du cerveau à traiter les informations rapidement. Or, le volume de la matière blanche dans le cerveau des victimes présumées d'attaques soniques était inférieur d'environ 5% à celui du cerveau d'adultes en bonne santé. Il reste à découvrir quel procédé a pu avoir cet effet et si la même arme sonique a bien été partagée entre services chinois et cubains. Début 2018, le fiasco du réseau chinois de la CIA a trouvé un début d'explication. Un ancien responsable des opérations de la CIA était arrêté pour possession illégale d'informations top secret, notamment de listes de noms réels d'agents étrangers et d'adresses de planques de la CIA. Il s'agissait de Jerry Chun-Sheng Lee, également connu sous le nom de Zhen Cheng Lee. Lee, un Américain naturalisé de 53 ans, avait servi à la CIA de 1994 à 2007 à divers postes et endroits à l'étranger, selon les documents judiciaires. Lee vivait à Hong Kong depuis sa retraite de la CIA. Il fut arrêté par le FBI à son arrivée sur le sol américain. Selon la plainte pénale déposée par le FBI, Lee gardait sur lui un certain nombre de carnets contenant des informations confidentielles sur son travail à la CIA. Il s'agissait notamment des noms réels de membres du personnel clandestin de la CIA et des noms réels d'agents étrangers, c'est-à-dire de fournisseurs de renseignements recrutés par les agents de la CIA. Les carnets contenaient également des notes opérationnelles de réunions d'actifs, vraisemblablement des réunions entre Lee et les actifs dont il s'occupait au cours de sa carrière à la CIA, des numéros de téléphone opérationnels et même des adresses d'installations secrètes de la CIA, des lieux sûrs où les agents de la CIA rencontrent leurs actifs en toute confidentialité. Il ressort des documents judiciaires que le FBI enquêtait sur Lee depuis au moins 2012. En mai 2018, Lee a été formellement inculpé pour conspiration en vue de recueillir et de transmettre des informations relatives à la défense nationale afin d'aider un gouvernement étranger. Selon l'acte d'accusation, Lee a été approché par 2 officiers de renseignement chinois en 2010, 3 ans après avoir quitté la CIA. Les officiers auraient proposé à Lee une importante somme d'argent en échange de l'accès à des informations classifiées. Autre coup dur, fin 2018,
Un rapport publié par Yahoo News décrit la compromission d'une plateforme Internet secrète utilisée par l'agence pour faciliter la communication clandestine entre ses agents et leurs sources dans le monde entier. Le système de communication en ligne a été mis au point dans les années qui ont suivi le 11 septembre par les services de renseignement américains pour être utilisé dans les zones de guerre du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Il a finalement été adopté à grande échelle par la CIA, qui y voyait une méthode pratique pour échanger des informations sensibles entre les agents de la CIA et leurs agents dans les zones interdites. Plusieurs sources ont déclaré à Yahoo News que l'un des agents de la CIA à l'intérieur du programme nucléaire iranien a été forcé par les services iraniens à devenir un agent double. Il a ensuite livré à Téhéran des informations cruciales sur le système de communication en ligne de la CIA. Les Iraniens auraient identifié un réseau entier de sites web gérés par la CIA pour communiquer avec ses agents, en Iran et ailleurs. Ils ont ensuite surveillé ces sites et localisé leurs utilisateurs afin de démêler progressivement tout un réseau. À cette époque, les médias iraniens ont annoncé que les services de contre-espionnage de la République islamique avaient démantelé un vaste réseau d'espionnage de la CIA composé de plus de 30 informateurs. La CIA a réussi à exfiltrer certains de ses agents d'Iran avant que les autorités ne parviennent à les appréhender. Selon un ancien de la CIA, il est probable que les Iraniens ont appris aux Chinois à utiliser le système de communication en ligne de la CIA pour identifier les méthodes et les sources clandestines utilisées par l'agence.